Pendant des décennies, les meurtres en série de Gilgo Batch ont hanté les habitants de Long Island, à New York. S'étendant de 1993 à 2011, les meurtres macabres de 11 femmes ont laissé une profonde blessure dans la communauté locale, déconcerté les enquêteurs et intrigué les passionnés de faits divers. Plus le temps passait, moins il semblait probable que l'affaire soit un jour résolue. Mais ensuite, en 2023, les autorités ont annoncé qu'un suspect avait été identifié et qu'il avait été inculpé pour les meurtres de 7 des victimes. Rex Heuermann est, selon sa famille, un homme parfaitement ordinaire. Marié et père de 2 enfants, il avait vécu toute sa vie à Long Island, gagnant sa vie comme architecte. Même à ce jour, sa famille se demande si les autorités détiennent vraiment le bonhomme. Ils n'arrivent pas à comprendre comment le réservé et professionnel Heuermann aurait pu mener une double vie sombre pendant les 30 dernières années. Rejoignez-nous pour ce documentaire alors que nous examinons l'affaire de Rex Heuermann, le suspect du tueur de Gilgo Beach. Le premier meurtre connu dans l'affaire des meurtres en série de Gilgo Beach est celui de Sandra Costia, une femme de 28 ans vivant à New York. Au moment de sa disparition, Sandra a été vue pour la dernière fois en novembre 1993 et l'heure de sa mort est estimée autour du 19 ou du 20 de ce mois. Son corps a été retrouvé peu de temps après sa disparition par des chasseurs dans une zone isolée et boisée à North Sea, Long Island, à environ 100 km de Gilgo Beach. 3 ans plus tard, en avril 1996, les jambes d'une jeune femme ont été découvertes par un passant à Blue Point Beach sur Fire Island, près de Davis Park, au large de Long Island. Les restes étaient enveloppés dans du plastique et présentaient d'importantes particularités sur les jambes, selon les enquêteurs. Cicatrice de 35 cm sur la partie latérale médiane de la jambe droite inférieure et cicatrice linéaire de 2,5 cm sur la partie latérale médiane inférieure de la jambe droite. Une cicatrice de 1,5 cm sur le côté médial de la cheville droite, une cicatrice chirurgicale de 5 cm sur le côté médial de la cheville gauche et des cicatrices de suture à côté. Aucun autre reste de cette victime ne sera retrouvé avant le 12 avril 2011, soit seulement 8 jours avant exactement, 15 ans plus tard, lorsque son crâne a été découvert près d'Ocean Parkway, à l'ouest de Tobay Beach, dans le comté de Nassau, à New York. Il n'y avait aucun détail distinctif sur le crâne, les enquêteurs estimant l'âge de la victime entre 18 et 50 ans, et aucun bijou ni vêtement n'a été retrouvé avec les restes. Pendant des années, cette victime n'était connue que sous le nom de Fire Island Jane Doe, ou Jane Doe numéro 7. Elle n'a été identifiée qu'en août 2023, lorsqu'il a été annoncé qu'elle avait 34 ans, Karen Vegata, qui a disparu en 1996. À sa disparition, elle était travailleuse du sexe à Hell's Kitchen, Manhattan, New York, et sa famille a eu de ses nouvelles pour la dernière fois à la Saint-Valentin. Elle n'a jamais été signalée disparue. Les autorités ont suggéré qu'elle avait été tuée à l'origine à Long Island, mais que ses jambes ont été transportées jusqu'à Fire Island après avoir été jetées dans l'eau. La troisième victime du tueur de Gilgo Beach a été découverte le 28 juin 1997 par un homme qui se promenait avec sa fille dans une zone boisée du parc d'État de Hampstead Lake à Lakeview, New York. De façon troublante, le corps avait été démembré. À ce jour, les jambes, les bras et la tête de la victime n'ont jamais été retrouvés. Elle a été placée dans un conteneur de la marque Rubbermaid et une serviette rouge ainsi qu'une tête d'oreiller à motifs floraux s'y trouvaient également. En raison d'un tatouage que la femme avait sur le corps, la victime est devenue connue sous le nom de Peaches Doe, dans le but d'aider à l'identifier. Les enquêteurs ont pris une photo du motif tatoué et l'ont fait publier dans un magazine de tatouage national,
dans l'espoir que quelqu'un reconnaîtrait le travail de l'artiste. Peu de temps après, un tatoueur nommé Steve Cullen, basé dans le Connecticut, a contacté les autorités Champmonton-Nanson, reconnaissant le motif comme l'un des siens. Il a déclaré que la personne à qui il avait fait ce tatouage était une jeune femme noire, âgée d'environ 18 ou 19 ans. Elle était accompagnée de 2 autres femmes, une tante et une cousine. Il a déclaré que pendant la séance, elle avait mentionné venir du Bronx ou de Long Island et qu'elle était dans le Connecticut parce qu'elle avait des problèmes avec son petit ami. À l'époque, on supposait que Peaches avait d'autres tatouages distinctifs sur les jambes et les bras, ce qui expliquerait pourquoi son meurtrier l'a démembrée. Pendant des années, il y a eu très peu d'informations supplémentaires dans cette affaire. Mais en 2016, les autorités ont annoncé que d'autres restes squelettiques retrouvés dans le parc d'État de Jones Beach en 2011 appartenaient à Peaches. De plus, ils ont indiqué que le corps d'un tout petit avait également été découvert en 2011 le long d'Ocean Parkway. Les preuves ADN ont démontré que le tout petit était l'enfant de Peaches. En raison de l'endroit où ces autres restes ont été découverts, les enquêteurs ont ajouté que Peaches et son jeune enfant étaient possiblement les victimes du tueur de Gilgo Beach. Enfin, en avril 2025, une avancée dans l'affaire est survenue lorsque la police du comté de Nassau a annoncé que le vrai nom de Peaches était Tanya Denise Jackson. Elle est née le 22 octobre 1970 en Alabama et avait servi brièvement dans l'armée américaine entre 1993 et 1995. Sa fille s'appelait Tatiana Mary Dykes. Elle est née le 17 mars 1995, ce qui fait qu'elle n'avait que 2 ans au moment de son décès. Au moment de leur décès, Tanya et Tatiana vivaient à Brooklyn, New York, et Tanya travaillait peut-être dans un cabinet médical. Le duo n'a jamais été signalé disparu car Tanya était brouillée avec sa famille. Le père de Tatiana a été identifié par les enquêteurs et il coopère actuellement avec eux. Les autorités ont ajouté que les meurtres du duo pourraient ne pas être liés au meurtre de Gilgo Beach et qu'elles n'ont pas totalement écarté cette possibilité. En 2000, seulement 3 ans après la découverte du torse de Tanya Jackson, un autre torse féminin a été retrouvé enveloppé dans des sacs poubelles dans une zone boisée de Manorville, New York, le 19 novembre. Cet endroit se trouve à environ 72 km de Gilgo Beach. Comme plusieurs des victimes dans cette affaire, le torse était resté non identifié pendant des décennies. Et cette inconnue a été surnommée la Jane Doe de Manorville, ou Jane Doe numéro 6. 11 ans après la découverte de son torse, sa tête, son pied droit et ses mains ont été retrouvés. Mais il faudrait encore 9 ans aux enquêteurs pour l'identifier comme étant Valérie Mack, âgée de 24 ans. Au moment de sa disparition, Valérie était travailleuse du sexe et mère d'un enfant, vivant à Philadelphie. Sa famille l'a vue pour la dernière fois au printemps où elle était 2000 à Port Republic, dans le New Jersey, mais elle n'a jamais été signalée disparue. La 5e victime du tueur de Gilgo Beach a été découverte le 26 juillet 2003 lorsqu'un autre torse d'une jeune femme a de nouveau été retrouvé à Manaville, New York. Un promeneur de chiens est tombé sur les restes, posés sur une bâche en plastique, sur un tas de bois de récupération au bout d'une route goudronnée. Un tatouage sur le torse de la femme, représentant une seule aile, avait été mutilé, possiblement par le tueur, dans une tentative d'empêcher l'identification du corps. Malgré tout, le tatouage était suffisamment visible pour que les autorités puissent le photographier et diffuser l'image, ce qui leur a permis de recevoir une identification positive de la femme, comme étant Jessica Taylor, âgée de 20 ans qui a été vue pour la dernière fois au terminal de bus de l'autorité portuaire entre le 18 et le 22 juillet. L'ADN a confirmé que le corps était bien celui de Jessica. Au moment de sa disparition, Jessica était travailleuse du sexe et vivait à Manhattan. Selon un rapport du New York Times, le tatouage représentait à l'origine un cœur ailé avec l'inscription « Ange de Rémy » à l'intérieur. Un policier a affirmé que Rémy était une connaissance de Jessica. Les rapports ultérieurs ont allégué qu'il s'agissait d'une forme de marquage et que Rémy était son proxénète. Maureen Brenner Barnes, âgée de 25 ans, a été vue pour la dernière fois le 9 juillet 2007. Comme beaucoup des victimes, Maureen était travailleuse du sexe. Et le jour de sa disparition, elle a dit à son amie qu'elle allait à un rendez-vous ou voir un client dans un motel à Manhattan. Cependant, Maureen n'était jamais rentrée et son amie, sans nouvelles, a signalé sa disparition environ 1 semaine plus tard.
Selon Cosmopolitan, Maureen avait fait des allers-retours dans l'industrie du sexe au cours des dernières années. Elle avait un emploi de jour comme télévendeuse, mais avait du mal à payer ses factures, y compris son prêt immobilier, ce qui l'avait poussée à reprendre récemment le travail du sexe, n'ayant pas réussi à trouver un autre emploi. Elle utilisait Craigslist pour faire la publicité de ses services et avait été menacée d'expulsion au moment de sa disparition. Peu de temps après sa disparition, l'amie de Maureen, Sarah Carnes, a reçu un appel d'un numéro masqué. En décrochant, elle a entendu la voix d'un homme qu'elle ne connaissait pas, qui lui a dit qu'il avait vu. La jeune mère de 2 enfants travaillait dans une maison close du Queens. Mais il a refusé de préciser l'emplacement du bordel et n'a pas voulu dire à Sarah qui il était. Quand elle a insisté pour qu'il rappelle depuis un numéro identifiable afin que la police puisse répondre à ces informations, il a dit qu'il le ferait et a promis de lui donner l'adresse, mais il ne l'a jamais fait. Les restes de Maureen ont été découverts 3 ans plus tard, en décembre 2010. Elle avait été attachée à l'aide de 3 ceintures en cuir, dont l'une servait à lier ses pieds et ses chevilles ensemble. Pendant ce temps, Melissa Barthélemy, une femme de 24 ans originaire du comté d'Erie, dans l'État de New York, a disparu le 12 juillet 2009. Au moment de sa disparition, elle était travailleuse du sexe et vivait dans le Bronx. Comme Maureen, elle utilisait Craigslist pour proposer ses services, où elle utilisait le pseudonyme Chloé. La nuit de sa disparition, on sait qu'elle a rencontré un client, déposé 900 $ sur son compte bancaire et tenté d'appeler son petit ami, bien qu'elle ne l'ait pas joint. Elle a été signalée disparue 6 jours plus tard par sa mère, qui s'est inquiétée de ne pas avoir de ses nouvelles. Une semaine seulement après que Melissa a été signalée disparue, sa sœur de 15 ans, Amanda, a commencé à recevoir des appels depuis son téléphone portable. Les appels menaçants étaient toujours des moqueries d'un inconnu. Pendant 5 semaines, la famille de Melissa a été harcelée de cette manière, l'homme traitant la jeune femme de 24 ans de prostituée. Le 26 août, il a demandé à Amanda « Tu penses que tu la reverras un jour ?» Il a ensuite ajouté « Tu ne la reverras pas, je l'ai tuée ». Puis il a raccroché. Il décrivait souvent explicitement les contacts sexuels qu'il avait eus avec la jeune femme et, à un moment donné, il a déclaré « Je regarde ta sœur pourrir ». La mère de Melissa, Lynn, a ensuite décrit l'appelant comme suit. Il parlait doucement et avait une manière de s'exprimer très contrôlée et posée, ce qui rendait ses messages horribles encore plus dévastateurs. Il a commencé à jouer avec elle et, pour la première fois, elle a entendu la voix du tueur. La police a pu retracer certains de ses appels, ce qui a permis de localiser le téléphone portable de Melissa à Madison Square Garden, dans le centre de Manhattan, et à Massapequa, dans le comté de Nassau, à Long Island. Mais ils n'ont jamais réussi à identifier qui était l'appelant. Plus tard, Lynn dira aux médias qu'autour de la période où Melissa a disparu, ses relevés téléphoniques montraient de nombreux appels vers Manaville, notamment une zone où plusieurs autres victimes ont été découvertes. L'année suivante, le 6 juin 2010, Megan Waterman, âgée de 22 ans, disparaîtra à New York. Elle séjournait dans un motel à Hauppauge, à environ 24 km au nord-est de la plage de Gilgo. À l'époque, Megan était une autre travailleuse du sexe qui utilisait Craigslist pour faire de la publicité et organiser des rendez-vous avec des clients, mais elle ne travaillait pas pour son propre compte. Les autorités ont noté que son petit ami avait été arrêté pour des accusations de trafic sexuel en 2012, bien qu'elles aient ajouté qu'il n'était pas suspecté dans sa disparition. Le 5 juin, Megan a dit à son petit ami qu'elle sortait et qu'elle l'appellerait plus tard. Comme pour beaucoup d'autres victimes, on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Elle a été signalée disparue par sa famille le 8 juin, seulement 2 jours plus tard, après qu'elle n'a pas donné de nouvelles à sa fille de 3 ans, qu'elle avait laissée sous leur garde. Quelques mois plus tard, le 2 septembre 2010, Amberlynn Costello, âgée de 27 ans, a disparu. Elle vivait à West Babylon, New York à l'époque, et elle avait quitté son domicile pour rencontrer un inconnu qui l'avait appelé à plusieurs reprises, lui proposant de payer 2 500 $ pour ses services. Depuis un certain temps, Amber avait des problèmes de dépendance à l'héroïne et elle se livrait à la prostitution pour financer sa consommation. D'après certains proches, l'homme qu'elle devait voir ce jour-là était déjà venu chez elle. Ils l'ont décrit comme un homme blanc de grande taille, mesurant environ 1,93 m à 1,98 m, portant de grandes lunettes ovales. Un autre témoin a déclaré qu'il ressemblait à un ogre. Il aurait également conduit un Chevrolet Avalanche de première génération à ce moment-là.
La famille d'Amber a indiqué qu'elle pensait que la jeune femme de 27 ans était dans un centre de désintoxication lors de sa disparition. Ils n'ont pas tout de suite signalé sa disparition, pensant que son silence était lié à sa dépendance à la drogue. Entre la disparition de Melissa Barthelemy et de Megan Waterman, cependant, il y a eu une autre victime dont le cas a conduit à l'ouverture d'une enquête plus large sur les décès et disparitions de jeunes femmes vulnérables de New York. Le 1er mai 2010, Shannon Gilbert, une travailleuse du sexe originaire de Jersey City, s'est rendue chez un client nommé Joseph Brewer à son domicile à Oak Beach, Long Island, à environ 11 km de Gilgo Beach. Shannon était accompagnée lors de ce trajet par Michael Pack, qui l'avait conduite là-bas, et cela aux premières heures du matin. Pack a été approché par Brewer, qui affirmait que la jeune femme agissait de façon irrationnelle et refusait de quitter la maison. Quelques instants plus tard, Shannon elle-même a fui la maison, apparemment dans un état de panique, avant d'essayer de demander de l'aide aux voisins proches. À 4h51 du matin, elle a appelé la police locale, affirmant que quelqu'un la poursuivait et qu'une entité inconnue, qu'elle appelait « il », essayait de la tuer. Pa a ensuite suivi Shannon et a tenté de la faire remonter dans la voiture. Mais elle était encore tellement alarmée et effrayée qu'elle a échappé à son emprise et a disparu dans la nuit. Pa a finalement conduit chez lui sans elle. Peu de temps après que le trouble ait été signalé par les voisins, la police est arrivée chez Brewer. À ce moment-là, cependant, Shannon et Pack étaient déjà partis, et la police n'a pas cherché Shannon, supposant qu'elle était rentrée chez elle avec Pack. Ce n'est que lorsque le petit ami de Shannon a alerté sa famille qu'elle n'était pas rentrée qu'elle a été signalée disparue. La famille s'est ensuite rendue à Oak Beach, à 225 km de chez eux, pour essayer de la retrouver eux-mêmes. De plus, ils ont fait pression sur les forces de l'ordre locales pour qu'elles enquêtent sur sa disparition. Bien que la police ait lancé des recherches, cela n'a donné aucun résultat. Ce n'est que lors d'une seconde fouille, effectuée le 11 décembre 2010, que le département de police du comté de Suffolk est tombé sur le corps de Melissa Barthelemy. En fouillant davantage la zone, ils ont rapidement découvert les corps de Maureen Brainer Barnes, Megan Waterman et Amber Costello. Les Gilgo Beach 4, comme on les a ensuite appelés, ont été retrouvés à environ 150 mètres les unes des autres. Au cours de l'année suivante, les enquêteurs ont poursuivi leurs examens de la zone. Cela les a amenés à retrouver d'autres restes de Jessica Taylor et Valerie Mack. Ils ont également trouvé le corps d'une autre victime potentielle, qu'ils ont surnommée Asian Doe. Asian Doe reste non identifié à ce jour. La victime est décrite comme un homme biologique d'origine asiatique, mais était vêtu de vêtements féminins, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir d'une femme trans. Ils sont décédés des suites d'un traumatisme contondant et l'on pense que leur décès est survenu entre 2001 et 2006. Les autorités ont émis l'hypothèse qu'Asian Doe était une travailleuse du sexe qui a été tuée lorsqu'il a été découvert qu'elle n'était pas une femme cisgenre. Mais il y a eu peu de pistes dans cette affaire depuis. À 100 mètres du corps de Valerie Mack, les enquêteurs ont retrouvé celui de Tatiana Murray-Dykes, et lors de cette fouille, ils ont également découvert la tête de Karen Vergata. Shannon Gilbert, quant à elle, reste portée disparue depuis 19 mois. Elle a finalement été retrouvée le 13 décembre 2011. Les autorités sont d'abord tombées sur un jean et des chaussures, puis sur un sac à main contenant la carte d'identité de Shannon. Ces objets ont été retrouvés dans une zone marécageuse près de Oak Beach. Son corps a été retrouvé une semaine plus tard, à environ un quart de mile de là. Elle était allongée sur le dos. De nombreux débats portent sur la cause du décès de Shannon. Les médecins légistes du comté de Suffolk ont conclu que sa mort était due à un accident, la police affirmant qu'elle s'était noyée accidentellement dans le marais après s'être perdue lors d'une crise de panique provoquée par la drogue. Mais la famille de Shannon pensait qu'elle avait été assassinée, soulignant que ses vêtements avaient été retrouvés loin de son corps. Un médecin légiste est ensuite intervenu après avoir examiné ses restes et a constaté qu'elle avait subi des lésions à l'os hyoïde, indiquant la possibilité qu'elle ait été étranglée à mort. Il a ajouté qu'il était étrange qu'elle ait été retrouvée face vers le haut, car cela était rare chez les victimes de noyade.
Le rapport officiel de son autopsie indique que la cause de sa mort est indéterminée. Pendant des années, il y a eu peu d'avancées dans l'affaire des meurtres en série de la plage de Gilgo et de ses victimes. Mais en 2020, il y a eu quelques petits développements, le premier ayant eu lieu le 16 janvier. La police du comté de Suffolk a publié des photographies d'une ceinture retrouvée près d'Ocean Parkway, à la plage de Gilgo. Elle portait les lettres HM ou WH selon l'orientation de la ceinture, gravées dans le cuir noir. Les enquêteurs pensaient que la ceinture avait été manipulée par l'auteur des faits et n'appartenait à aucune des victimes. Bien que les images aient été publiées, peu d'informations sur la ceinture elle-même ont été révélées, car les autorités voulaient garder pour elles la pertinence de cet élément dans l'enquête. À cette période, ils ont également lancé un site internet qui leur permettait de partager des informations avec le public et de recevoir des témoignages utiles de la part de la population. Le site internet n'est plus disponible. La même année, Jane Doe numéro 6 a été formellement identifiée comme étant Valerie Mack. Et la Cour suprême de l'État de New York a ordonné à la police de publier l'enregistrement de l'appel au 911 de Shannon Gilbert, même si les enquêteurs avaient redemandé qu'il reste privé pendant encore 10 ans. Il a été rendu public en 2022. En 2023, Jane Doe numéro 7 a été identifiée comme étant Karen Vergata. Avant l'identification de Rex Heuermann, il n'y avait qu'une seule personne d'intérêt publiquement identifiée, un tueur nommé John Bitrolf. Le procureur du comté de Suffolk de l'époque a affirmé en septembre 2017 que John Bitrolf, qui avait été condamné pour les meurtres de 2 travailleuses du sexe, était suspecté dans la mort de Sandra Costilla, la première victime du tueur de Gilgo Beach, assassinée en 1993. Peu de choses sont documentées en ligne à propos de Bitrolf. Il a été condamné en 2017 pour les meurtres de 2 travailleuses du sexe qui ont eu lieu en 1993 et 1994. Rita Tangredi a été retrouvée morte dans le comté de Suffolk, à New York, le 2 novembre 1993, tandis que les restes de Colleen McNamee ont été découverts dans le comté de Suffolk, le 30 janvier 1994. Colleen avait été battue, étranglée à mort et laissée nue dans les bois près de la William Floyd Parkway. Bitrolf a été arrêté en 2014 après que son ADN a été retrouvé sur les 2 corps, et il a été condamné à 50 ans de prison pour ces crimes. Il est actuellement incarcéré au centre correctionnel de Clinton, à New York. Depuis sa condamnation, certains membres des forces de l'ordre et des agences associées soupçonnent que Bitrolf était le tueur de Gilgo Beach. Il vivait à Manaville à l'époque de plusieurs des meurtres, et sa maison se trouvait à seulement 3 miles de l'endroit où les corps de Jessica Taylor et Valerie Mack ont été retrouvés. Fait intéressant, la fille de Rita Tangredi était la meilleure amie de Melissa Barthelemy, ce qui constituait un autre lien potentiel. Cependant, en 2024, Bitrolf a été écarté de l'affaire du tueur de Gilgo Beach. Pendant 30 ans, l'identité du tueur de Gilgo Beach est restée un mystère. Dans les années 2020, il semblait qu'il se passait très peu de choses dans l'affaire. Mais en coulisses, les enquêteurs travaillaient d'arrache-pied pour résoudre les derniers détails avant de finalement faire l'annonce que tant de personnes attendaient. Un suspect était en garde à vue et il avait été inculpé pour les meurtres de 3 des victimes de Gilgo Beach, Melissa Bartholomew, Megan Waterman et Amber Costello. Il a également été précisé qu'il était le principal suspect dans le meurtre de Maureen Brainard Barnes. Le suspect était Rex Heuermann, âgé de 59 ans, qui a été arrêté devant son bureau à Manhattan le 13 juillet 2023. Heuermann était un père de famille marié avec 2 enfants, né et élevé à Long Island, et travaillait à Manhattan depuis 1987. Au moment de son arrestation, il était le président d'un cabinet d'architecture nommé RH Consultants et Associés. Sa fille adulte travaillait également dans l'entreprise. Il a fallu un certain temps pour que Heuermann attire l'attention de la police, car il n'a été identifié comme suspect qu'en 2022, après que les enquêteurs ont dressé une liste de personnes possédant un Chevrolet Avalanche de première génération en 2010 lorsque Amber Costello a disparu.
Ils ont noté qu'en plus de posséder ce véhicule, Heuermann correspondait à la description de l'homme très grand et massif, semblable à un ogre, qui avait été décrit par les colocataires d'Amber. De plus, les autorités ont pu relier de nombreux téléphones jetables à lui ainsi qu'aux endroits où plusieurs des victimes avaient disparu. Et il a été révélé que ses recherches sur Internet portaient régulièrement sur des contenus sadiques, de la pornographie infantile, des images des victimes et de leurs proches. Heuermann avait plusieurs comptes en ligne sous de faux noms, qu'il utilisait pour des activités illégales, y compris contacter des travailleuses du sexe. Il a aussi cherché. Pourquoi les forces de l'ordre ne pouvaient-elles pas retracer les appels du tueur en série de Long Island? Pourquoi le tueur en série de Long Island n'a-t-il pas été arrêté? La nouvelle technologie des téléphones pourrait être la clé pour résoudre l'affaire d'effraction. Les autorités ont également constaté que les bureaux de Heuermann se trouvaient à Manhattan, là où plusieurs des appels téléphoniques de provocation adressés à des proches des victimes avaient été passés. Par ailleurs, des centaines d'appareils électroniques et près de 300 armes à feu ont été saisis chez Heuermann lors d'une perquisition. Et un plan détaillé des crimes a été retrouvé sur son ordinateur. Un autre document, qui comprenait des catégories détaillées telles que problèmes, fournitures, pré-préparation, préparation et post-événement, a également été retrouvé. Le document faisait référence à l'ADN, aux traces de pneus et aux taches de sang et mettait en avant des leçons tirées de meurtres passés ainsi que des méthodes de mise à mort qu'il avait étudiées. La preuve la plus accablante de toutes, cependant, était bien sûr l'ADN retrouvé sur plusieurs victimes. Par exemple, sur l'une des ceintures utilisées pour attacher Maureen Brennard Barnes, de l'ADN a été retrouvé et il s'est avéré qu'il correspondait à celui de l'épouse de Heuermann. Il a été inculpé pour le meurtre de Maureen en janvier 2024. Plus tard cette année-là, en décembre, il a également été inculpé pour le meurtre de Sandra Costia en 1993 après que l'ADN retrouvé sur des cheveux sur son corps ait été identifié comme correspondant à celui de Heuermann. De plus, ses cheveux ont été retrouvés sur le sac en toile de jute utilisé pour recouvrir le corps de Megan Waterman. Les cheveux de sa femme ont été retrouvés sur 2 autres victimes, mais il était établi qu'elle se trouvait hors de l'état au moment des meurtres. Au moment du meurtre de Melissa Barthelemy, elle se trouvait en Islande, tandis qu'au moment de la disparition de Megan Waterman, elle était dans le Maryland. Elle était dans le New Jersey lorsque Amber Costello a disparu. Les procureurs pensent que les cheveux de sa femme ont été transférés sur Heuermann simplement parce qu'ils partageaient le même espace de vie. Heuermann vivait à Massapequa Park, à seulement 20 minutes de Gilgo Beach, au moment de son arrestation. Ses voisins ont rapporté qu'il était un homme réservé et que sa famille ne laissait absolument aucune trace dans le quartier. L'un d'eux a déclaré « En gros, nous n'avons jamais eu de contact avec lui. J'ai vécu ici pendant 22 ans et je ne lui ai jamais adressé 2 mots. » Un autre voisin, Barry Oslander, a déclaré à l'Indépendant « La plupart des gens ne frappent pas à sa porte. » Pendant Halloween, on dit aux enfants de rester à l'écart. Ce n'est pas quelqu'un de très sympathique. Il a ajouté que la maison de la famille Heuermann était délabrée et toujours plongée dans l'obscurité. C'est la même propriété dans laquelle il a grandi, ce qui signifie qu'il a vécu dans le même quartier toute sa vie. Maureen Olpit, âgée de 59 ans qui a fréquenté le lycée Byrne avec Heuermann, se souvient qu'il était un adolescent timide, qui laissait des mots d'amour dans son casier. Elle se souvient que leurs rares échanges étaient agréables et polis, déclarant « J'ai toujours été gentille et amicale avec lui, tu sais ». Il semblait qu'il se faisait un peu taquiner et que les gens le voyeraient peut-être comme un peu ringard. Il était très calme, doux. Alors j'étais gentil et je lui disais « Salut Rex, comment ça va ?» Elle a ajouté que les mots d'amour qu'elle recevait n'étaient pas signés, mais qu'elle l'a vu une fois en glisser un dans son casier. Le couple n'a jamais été ensemble. Cependant, elle avait clairement fait savoir qu'elle n'était pas intéressée. Quant à la famille de Heuermann, la nouvelle de son arrestation a été un choc. Asa Ellerup a rencontré Heuermann quand elle avait 18 ans. Elle se rappelle être tombée aussitôt amoureuse de cet homme. Le couple est resté en contact pendant qu'Asa se mariait et avait un fils. Heuermann l'a ensuite aidé à payer son avocat pour le divorce lorsque le mariage a échoué et elle l'a épousé en avril 1996. Ils ont eu une fille, Victoria, et ont vécu en famille de 4 à Massapequa Park. Victoria se souvenait que son père était un livre ouvert. Elle a dit qu'il lui arrivait d'être en colère ou frustré et qu'il avait déjà lancé une assiette dans l'évier. Mais elle n'imaginait pas qu'il ait caché un secret aussi lourd si longtemps. Elle a ajouté
Elle a toutefois noté qu'elle ne savait pas toujours où se trouvait son père. Il a manqué au moins 2 vacances en famille, l'une en 2007 et l'autre en 2009 qui ont eu lieu à peu près au moment de 2 des meurtres de Gilgo Beach. Depuis quelques années, Victoria ne sait pas quoi penser des accusations de meurtre. Naturellement, elle veut croire que l'homme qui l'a élevée est innocent, étant donné la nature terriblement violente des crimes. Mais elle a déclaré au producteur du documentaire La Maison des Secrets du tueur de Gilgo Beach qu'elle pense désormais que son père est très probablement le tueur de Gilgo Beach. Après qu'on lui ait présenté les faits de l'affaire, Asa et les Rupp, quant à elles, continuent d'avoir du mal à accepter l'idée que Heumann puisse être coupable. Elle l'a appelé son héros, expliquant qu'ils se sont rencontrés après son agression sexuelle par un camarade et sa tentative de suicide. Elle a déclaré qu'il avait été là pour elle pendant tout cela et qu'il était resté à ses côtés lors de diverses maladies et lorsqu'elle a dû subir une double mastectomie ces dernières années. Bien qu'elle ait divorcé de lui et que le règlement ait été finalisé en 2025, Ella Rupp a affirmé l'avoir fait uniquement pour des raisons financières et protéger les biens familiaux. Et elle a continué à appeler Heumann son mari. Elle a récemment entamé les démarches pour déménager en Caroline du Sud et prévoit d'assister au procès à New York. Elle a déclaré aux médias qu'elle attendrait de voir toutes les preuves avant de tirer des conclusions, affirmant « Vous voulez savoir ce que je ressens ?» Ils cherchent et font des suppositions pour servir leur récit. Je connais Rex depuis que j'ai 18 ans, je sais à quoi servait à l'origine cette pièce où les procureurs disent que Heumann a tué certaines de ses victimes, ainsi que leurs allégations moqueuses. Heumann a depuis été inculpé pour les meurtres de Valerie Mack et Jessica Taylor, en plus des accusations existantes pour les meurtres de Sandra Costier, Orrin Brennar Barnes, Melissa Barthelemy, Megan Waterman et Amber Costello. Il a plaidé non coupable à toutes les accusations et continue de clamer son innocence. En avril 2025, l'affaire Heumann est toujours au stade préliminaire et ses avocats tentent de faire rejeter des preuves ADN essentielles. Ces preuves ADN, principalement les cheveux retrouvés sur différentes victimes, ont été reliés au père de 2 enfants. En utilisant des tests ADN nucléaires qui n'ont jamais été utilisés auparavant dans un tribunal de New York, CBS News a rapporté cela. Cette méthode signifie que même un vieux cheveu de mauvaise qualité, sans racines, peut désormais être associé à un suspect si des milliers de petites zones de l'ADN correspondent. De tels tests sont souvent utilisés pour identifier des restes et pour prévenir des maladies. Mais malgré cela, les avocats de Heumann ont soutenu que c'est extrêmement défaillant et défectueux. Ils ont aussi demandé que l'affaire soit scindée en plusieurs procès. Bien que le juge ait accepté d'organiser des audiences pour examiner les 2 possibilités, l'issue de ces audiences est inconnue au moment de la rédaction de ce script. Pendant ce temps, les autorités poursuivent leur enquête sur Heumann afin de déterminer s'il existe d'autres victimes pouvant être liées à lui. En attendant son procès, Heumann purge sa peine au centre correctionnel de Riverhead, dans le comté de Suffolk à New York. Il passe la plupart de son temps isolé du reste de la population carcérale. En raison de la nature des crimes dont il est accusé, la date de son procès n'a pas encore été fixée.